Cour d'assises de Versailles. Le 15 septembre 2016, s'ouvre un procès sous haute tension. Celui de François Darcy, ici avec des béquilles, un père de famille de 50 ans. François Darcy, il a perdu 40 kilos en prison. Il a perdu la moitié de ses dents. Très voûté, très faible, arrivant sur des béquilles. Dans le box, l'homme ferait presque pitié. Pourtant, il est accusé d'un crime effroyable. Avoir assassiné et brûlé sa femme, Sylvie. Soit on a le crime parfait, soit M. Darcy est complètement innocent. C'est hors norme. C'est, je crois, du jamais vu dans les annales judiciaires. Voici l'histoire d'un homme que tout accuse. Un homme qui aurait mis au point un plan machiavélique pour éliminer son épouse. Comment est-ce qu'il peut s'imaginer avec un scénario pareil, ne pas être soupçonné de quoi que ce soit? Ça ne peut être que lui. C'est possible. Oui, c'est possible. Mais c'est pas sûr. On n'a pas de mobile, on n'a pas d'aveu, on n'a pas de preuves, on n'a rien. Envers et contre tous, l'homme clame son innocence avec comme principal allié sa mère. On l'accuse d'un crime particulièrement odieux. Oui, mais qu'il n'a pas commis. Dimanche 26 février 2012, il est 23h06 quand un homme appelle les gendarmes de Versailles, dans les Yvelines. Le coup de téléphone d'un homme au 17, très éprouvé, parce qu'il est en pleurs quand il téléphone, il a un langage décousu. Il leur dit très clairement qu'il a fait l'objet d'une agression. Bref, il est en panique. À l'autre bout du fil, l'homme à la voix haletante s'appelle François Darcy, et ce qu'il va raconter aux gendarmes est tout simplement stupéfiant. Ce soir-là, il profitait d'une soirée avec sa femme, Sylvie, sans leurs enfants. François Darcy et son épouse ont dîné dans un restaurant. Ils font un resto de sushi, tout se passe bien. Mais sur le chemin du retour, la soirée aurait viré au cauchemar. Ils reprennent la voiture et en chemin, François Darcy, il est pris d'une envie pressante, il a besoin d'aller uriner. En pleine nuit, le couple s'engouffre dans la forêt de Chevreuse. Il s'engage sur une voie goudronnée qui mène à un chemin de terre, qui mène à un parking de terre. Il s'avère que le chemin est beaucoup plus long que prévu. Il arrive au bout, sur ce parking. Et il s'arrête là, en plein milieu de la forêt, dans un endroit qui n'est pas éclairé. Il descend de sa voiture. Et François Darcy de poursuivre qu'à ce moment-là, il aurait été victime d'un incroyable guet-apens. Au moment où il a terminé d'uriner, il ressent un choc à l'épaule gauche. Un coup de feu. C'est là qu'il dit « j'ai reçu une balle ». Il se retourne et il voit une silhouette, selon ses dires, à 15-20 mètres de lui, habillée complètement en noir, une silhouette qu'il a du mal à distinguer. En quelques secondes, il décide de plonger en avant dans l'obscurité au niveau du parking, dans la végétation. C'est-à-dire qu'il saute dans le talus, il se cache dans les ronces pour sauver sa peau, entre guillemets. Et à ce moment-là, visiblement, il aurait perdu connaissance. Une heure plus tard, alors qu'il reprend ses esprits, François Darcy raconte qu'il aurait découvert une scène effroyable. Et là, il dit « je vois ma voiture brûler ». Il réalise que sa femme est probablement dans la voiture et la voiture est en flammes. Aussitôt, les secours se précipitent vers le parking de l'abbaye de Port-Royal. Et sur place, les gendarmes découvrent une scène digne d'un polar. Ils arrivent,
Et il découvre cette scène hallucinante en plein milieu de la forêt. Il faut imaginer que la voiture, elle brûle de manière très importante. Les gendarmes, ils avancent à pied, contournent le véhicule. Et devant, un peu plus loin, devant la voiture, en position latérale de sécurité, les gendarmes vont retrouver François Darcy. La voiture qui brûle, François Darcy blessé avec une balle dans l'épaule. Suite à cette agression inimaginable, François Darcy est vivant, mais il a reçu une balle dans le dos. Aussitôt, l'homme est pris en charge par les secours et transporté de toute urgence à l'hôpital Georges Pompidou de Paris. Olivier se rend immédiatement au chevet de son ami François. Et il se souvient très bien d'un homme sous le choc. Il m'a donc appelé, il était à l'hôpital, il m'a dit viens. Ça va pas bien, j'ai été agressé, viens. Il était très très mal. Je sais pas si Sylvie est vivante, je comprends pas. Il avait les larmes aux yeux, il était... Enfin, je sais pas comment on peut décrire un état comme ça en fait. Je m'en souviendrai toute ma vie. Mais malheureusement pour Sylvie, l'épouse de François Darcy, il est trop tard. Cette voiture a été littéralement détruite par le feu. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus rien. L'intégralité de la carrosserie a fondu, littéralement fondu. On a ce qui s'apparente à un corps humain qui se trouve sur le siège passager. Un corps qui est calciné, dans un très mauvais état. Le corps, finalement, va être identifié assez rapidement. En réalité, il s'agissait bien de Sylvie Darcy. Prévenue par les gendarmes le lendemain matin, Aileen Darcy, la mère de François, est pétrifiée. Les gendarmes sont venus me voir au bureau. Ils me disent de but en blanc, votre fils et votre belle-fille ont été agressés, votre belle-fille est morte et votre fils est blessé par balle dans le dos. C'est, je vous assure, un sacré choc. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi le couple Darcy a-t-il été attaqué en pleine nuit dans cet endroit isolé de la campagne francilienne? Dans les Yvelines, on n'a pas tous les jours un homme avec une balle dans l'épaule et son épouse calcinée dans la voiture sur un parking de terre au milieu de nulle part. C'est surréaliste. L'enquête est confiée à la section de recherche de Versailles et la tâche des gendarmes s'annonce d'ores et déjà très compliquée. Car a priori, les Darcy étaient un couple sans problème, qui avait tout pour être heureux. C'est en 2000, à 34 ans, que François Darcy, informaticien et célibataire endurci, rencontre Sylvie, cadre chez France Télécom. Moi, j'ai toujours pensé que François était devenu un vieux garçon qui ne se marierait jamais. Il était marié avec ses ordinateurs. Sylvie, c'était un peu la bonne surprise quand même. Immédiatement, le courant passe. À 37 ans, Sylvie est séduite par ce géant, un peu bourru, mais le cœur sur la main. François Darcy est un colosse, 2 mètres et 140 kilos. Il est très impressionnant. Au premier abord, il est froid, il est distant, il n'est pas très souriant. C'est quelqu'un qui est un peu abrupt, qui vit dans son monde. Mais bon, ça passe vite. Une vraie bonté sous une carapace pas très agréable. Enjouée et pétillante, Sylvie fait l'unanimité auprès des proches de François. Très sympa, très ouverte. C'est la communicante du couple. Je l'aimais bien. Elle était très sympathique. Très, très sympathique. Il m'a demandé, qu'est-ce que t'en penses, maman? Alors, j'ai dit, toi, qu'est-ce que t'en penses? Alors, il me fait, je l'aime beaucoup. Alors, je dis, bon, bah, tu continues. François et Sylvie ont tous les deux envie d'avoir des enfants. Alors très vite, les choses s'accélèrent. Ils ont décidé de se marier. Ils sont mariés fin mars 2002. C'était formidable. Tout le monde avait l'air d'être parfaitement heureux. Nils est né le 25 septembre 2003.
Et après Niels, 3 ans plus tard, Chloé viendra compléter la photo de famille. Tous les 4 s'installent à Montigny-le-Bretonneux, à 10 km de Versailles. Ces gens-là nous ressemblent. Ils se sont mariés et ils ont voulu fonder une famille, avoir des enfants. Et je pense que leur réussite, c'était ça. On a affaire à un couple totalement lambda. Cette agression sur un parking désert de la forêt, en pleine nuit, ne cadre pas avec ce couple ordinaire et sans histoire. Il y a effectivement un contraste entre la réalité de ce couple et puis une agression digne d'un film de la mafia. Qu'est-ce qui a pu déclencher une telle attaque? C'est la mère de François Darcy qui va peut-être apporter une première piste. Interrogée par les gendarmes, Eileen Darcy explique que son fils avait un litige commercial avec l'un de ses anciens clients. Faut pas oublier, François Darcy, il est informaticien, il travaille dans le domaine. François a développé un logiciel pour la gestion de ses commandes, de son stock et ses comptes clients. Un logiciel de gestion pour une société de restauration rapide. Un contrat de 3 ans pendant lesquels on avait l'assurance d'installer, former et vendre du matériel à une centaine d'enseignes. C'est Eileen qui gère la comptabilité de son fils. Et pour tous les deux, la vente de ce logiciel devait générer un bénéfice de plus d'1 million d'euros. Seulement le contrat aurait rapidement viré à l'escroquerie. On n'a rien eu parce qu'ils n'ont pas payé les factures. Il s'est fait voler son logiciel. Mais François Darcy ne se laisse pas faire et engage des poursuites. Selon sa mère, c'est à partir de là que les ennuis auraient commencé. Le 14 novembre 2009, les bureaux brûlent. On a mis le feu à son entreprise, un incendie criminel qui a ravagé tous les locaux. Tout le matériel informatique, téléphonie et tout ça n'a pas été volé. La seule chose qui a été volée, c'était le disque dur. L'intégralité des éléments qui permettent à François Darcy de rapporter la preuve de la paternité et de la propriété du logiciel. Et puis, 1 mois avant le drame, François Darcy aurait été la cible d'un cambriolage. Le 26 janvier 2012, François se fait voler du matériel informatique dans sa voiture qu'il avait installée chez un client. Un incendie, un vol et maintenant une agression meurtrière. Pour la mère de François, cela fait beaucoup pour un seul homme. Eileen en est persuadée, son fils a été la cible d'un tueur à gages. Ça coûte moins cher de payer un petit malfrat pour faire la mauvaise besogne que de courir le risque de vous faire condamner. Non? On aurait pu mettre un contrat sur sa tête pour éviter d'avoir à payer ce fameux million d'euros. Et que finalement, sa femme serait un dégât collatéral de cet acharnement. Ça peut expliquer. Dans un roman policier, la piste, elle tient super bien. Mais les gendarmes ne font pas dans la littérature et l'hypothèse d'un contrat ne va pas faire long feu. Car il y a un détail qui cloche dans cette histoire. Le soir du drame, alors qu'il vient de le blesser, étonnamment, le tueur à gages a épargné François Darcy. Darcy, il se prend une balle dans l'épaule. Il part pas à 10 km, il s'enfuit pas en courant. Il se réfugie dans les ronces, dans un enchevêtrement d'arbres, d'arbustes, de feuillages, etc. Si on a affaire à un professionnel, comment expliquer qu'il ne le recherche pas? Et une autre question brûle les lèvres des enquêteurs. Pourquoi l'épouse de François Darcy, elle, a été éliminée? Comment expliquer que le tueur à gages tue sa femme, qui est pour rien dans cette histoire de logiciel, il laisse vivre François Darcy sur qui planerait le contrat? Lui n'est que blessé et elle, en revanche, est morte et entièrement brûlée.
Donc, c'est pas crédible. La piste d'un contrat sur François Darcy ne tient pas. Et la suite de l'enquête va révéler qu'en réalité, ce n'était peut-être pas lui la cible, mais Sylvie, sa femme. Car en examinant les restes du corps de l'épouse, le médecin légiste va faire une découverte déterminante. Ce n'est pas l'incendie qui l'a tué. Le corps de Sylvie Darcy est carbonisé. Il y a donc une impossibilité de pouvoir procéder à nombre d'analyses. La seule chose qu'on sait, c'est que n'ayant pas de fumée dans les poumons, elle est décédée avant l'incendie. Au moment où on allume le feu dans la voiture, Sylvie Darcy était déjà morte. On sait qu'elle n'est pas morte dans l'incendie, mais on ne sait pas de quoi elle est morte. Et ce n'est pas tout. En inspectant les restes de la voiture calcinée, les experts de la police scientifique vont découvrir que le tueur s'est acharné sur sa victime. La voiture elle a été littéralement arrosée d'huile végétale, qui est un accélérateur de feu formidable. Cette huile aurait permis finalement de rendre le foyer et donc les flammes beaucoup plus intenses et le feu beaucoup plus destructeur. Après avoir tué Sylvie Darcy, l'auteur aurait recouvert son corps de cette huile végétale et aurait ensuite mis le feu au véhicule. Alors, qui a tué Sylvie Darcy avant de faire disparaître son corps dans les flammes? Et pourquoi le tueur a-t-il laissé le mari, François, vivant? Les gendarmes ne vont pas tarder à être convaincus qu'un seul individu aurait pu commettre ce crime. Et cet homme, ce serait précisément François Darcy, l'époux. Dès le lendemain du drame, les gendarmes investissent le parking de l'abbaye de Port-Royal, à Saint-Lambert-des-Bois. Et les premières constatations vont mettre à mal le surprenant scénario décrit par le mari le soir du meurtre. Car sur le parking, ce soir-là, à part François et sa femme, il n'y avait personne. Les enquêteurs vont essayer de glaner le maximum d'éléments. Les papiers par terre, n'importe quel indice qui pourrait démontrer la présence d'une tierce personne. En réalité, on n'a pas retrouvé de traces d'autres véhicules. Roue de voiture, empreinte de pas, il n'y en a pas. Il n'y a rien. On retrouve que François Darcy. Et puis les analyses faites sur le corps de François Darcy à l'hôpital vont faire basculer l'enquête. On va prélever finalement les différents éléments qui se trouvaient sur ses mains. Il a de la poudre sur les mains. Des résidus de tir. François Darcy a de la poudre sur les mains. Incroyable. Alors que les gendarmes pensaient qu'il était victime d'un guet-apens, il serait en réalité un criminel. Il aurait tué son épouse avant de maquiller son horrible forfait. Tout ça tente à montrer que François Darcy est l'assassin de sa femme. Le scénario, effectivement, est peu banal, il est même extraordinaire. Pour les gendarmes, François Darcy a tué son épouse. François Darcy s'est blessé, s'est auto-infligé un tir pour tenter de se faire passer pour une victime. Même s'ils ont besoin de preuves concrètes, les gendarmes pensent avoir suffisamment d'éléments pour inculper le mari. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils vont vite se retrouver face à un interlocuteur redoutable, un fin stratège qui va avoir réponse à tout. Nous sommes le dimanche 4 mars 2012. Alors qu'il est encore à l'hôpital, François Darcy est placé en garde à vue. À bout de force, dès le début de son audition, l'homme tient à mettre les choses au clair. Il est victime dans cette affaire et pleure sa femme. Voici ce qu'il dit aux enquêteurs. J'ai perdu ma femme, l'amour de ma vie. Je regrette de ne pas avoir pu faire quelque chose pour mon épouse. J'aurais préféré me trouver à sa place. Et le mari a des arguments. François Darcy est un homme blessé qui aurait frôlé la mort. On retire de son dos une ogive
une balle. Donc il a bel et bien fait l'objet d'un tir d'arme à feu au niveau de l'épaule gauche. Le projectile a été dévié au sein de son corps, a frôlé à 2 cm son cœur. Il a quand même une balle qui lui est rentrée dans l'épaule. Il a eu de la chance, puisqu'elle n'a touché aucun organe, pas d'artère, rien. Donc François Darcy est véritablement un miraculé. Difficile alors d'imaginer que le suspect ait voulu ôter la vie de sa femme au risque de perdre la sienne. La balle est passée à 2 cm de son cœur. Ça voudrait dire qu'il aurait pris le risque de se tuer, finalement. Pourquoi s'infliger une blessure par balle en prenant le risque de mourir lui aussi? Et puis, si François Darcy est bien le meurtrier de son épouse, les gendarmes doivent élucider un mystère. Comment se tire-t-il dans le dos en déclenchant la gâchette? C'est impossible. Physiquement, ça reste assez compliqué d'aller prendre une arme, la poser sur son épaule, à bout touchant, pour se tirer une balle. Ça n'arrive jamais. On n'a jamais un auteur qui est blessé par une arme dans ces conditions-là. François Darcy semble de fait innocenté. Mais alors comment expliquer la présence de poudre sur ses mains? Si vous avez de la poudre sur les mains, par définition, c'est vous. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et là, François Darcy n'en démord pas. Il dit qu'il est tireur sportif. Il manipule des armes à longueur de journée. Il a 2 passions, l'informatique, les armes, comme il est tireur sportif, qui ramasse ses balles. Il est dans une atmosphère polluée permanente. J'ai souvent des douilles dans les poches, parce que quand je vais tirer, je ramasse mes douilles, je les mets dans les poches, donc j'ai des traces de poudre. Voici un homme qui semble donc accusé à tort. D'autant qu'en cherchant un mobile, les enquêteurs ont bien du mal à en trouver un. Le couple s'aimait. D'ailleurs, le week-end du drame, ils avaient célébré leurs 10 ans de mariage. Il a réservé un petit hôtel sympa en plein milieu de la vallée de Chevreuse, pas très loin de chez eux d'ailleurs. Ils vont se faire des petits massages. Ils s'offrent un joli week-end. Le thème du week-end, il est romantique. François Darcy il met beaucoup d'entrain, s'achète de nouveaux vêtements, essaye d'être élégant pour son épouse. Ils vont dîner en amoureux dans un restaurant très réputé à Versailles, le Trianon. Ces images des caméras de vidéosurveillance du Palace 4 étoiles l'attestent. François Darcy avait vu les choses en grand pour faire plaisir à Sylvie. Et le couple était sur un petit nuage. Il fait le super week-end, il sort le super grand jeu. Le Trianon Palace, c'est un établissement de renommée, un établissement de luxe. Ça coûte cher d'y aller. Olivier, le meilleur ami de François, et Aileen, sa mère, étaient au courant de l'escapade romantique du couple Darcy. On était sur le thème, c'est super, tout va bien, voilà, on va faire ça, on va aller manger là. Ah bah il était super content. Hein. Ils sont partis, ils avaient l'air extrêmement heureux. Sylvie Darcy téléphone à sa maman en disant qu'elle est très contente. Elle est ravie, elle est heureuse. Donc pourquoi est-ce que j'irais la tuer alors que on passe un bon petit week-end en amoureux? Tout ça colle pas avec ce qui se passe après. Devant les gendarmes, à l'hôpital, François Darcy est catégorique. Il n'a pas tué Sylvie. Et il va avancer un nouvel élément imparable pour le prouver. Souvenez-vous, les gendarmes ont passé au crible la scène de crime. Seulement, ils n'ont trouvé aucune arme. Son argument massu, finalement, c'est quoi? C'est de dire, mais attendez, vous êtes en train de m'accuser de m'être tiré dessus, de m'être auto-mutilé avec une arme. Elle est où, l'arme? Il s'avère qu'à ce moment-là, il n'a pas bougé. S'il s'était auto-infligé un tir, où aurait-il caché l'arme? Il y a plein de choses qui collent pas. Il va dire, prouvez que je suis coupable. C'est pas à moi de prouver que je suis innocent. Montrez-moi que je suis coupable. Un suspect qui a reçu une balle dans le dos. Pas d'arme.
pas de mobile. À ce stade de l'enquête, rien ne permet d'inculper François Darcy. Et pourtant, les gendarmes sont persuadés de tenir le coupable. Le veuf est donc placé en détention provisoire pour l'assassinat de sa femme. Et c'est en plongeant dans le week-end romantique du couple Darcy que les gendarmes vont recueillir un nouvel indice. Car il y a un détail qui intrigue les enquêteurs. Alors que le couple fête ses noces d'étain dans cet hôtel, le mari ne serait pas resté aux côtés de son épouse. On va découvrir que François Darcy, il quitte l'hôtel à certains moments du week-end. On s'aperçoit que ce dernier s'est rendu à son domicile. On sait qu'il s'est connecté à son Internet. Il a, à ce moment-là, déclenché la borne Wi-Fi de son domicile. Il rentre chez lui en plein week-end amoureux au lieu de s'occuper de sa femme. Mais pourquoi François Darcy est-il retourné chez lui à plusieurs reprises en plein anniversaire de mariage? La réponse, les enquêteurs vont la trouver au domicile du couple. Et ce qu'ils vont y découvrir est à peine croyable. Montigny-le-Bretonneux, le 4 mars 2012, les gendarmes perquisitionnent l'appartement des Darcy. Première surprise, le passionné de tir a dans son bureau de quoi ouvrir une armurerie. Bien évidemment, il y a des armes, mais surtout, ils vont retrouver un équipement digne d'un professionnel. Il y a tout, il y a la presse, pour mettre les amorces, la poudre, les balles. Il a acheté tout le nécessaire pour pouvoir recharger ses cartouches, lui-même. On sait que M. Darcy fabrique ces balles. Or, l'analyse des balles fabriquées par François Darcy confirmerait les soupçons des enquêteurs. Les balles qu'on retrouve au domicile de François Darcy sont identiques à celles qu'on retrouve dans l'épaule de François Darcy. Certaines des munitions qui sont retrouvées chez lui sont serties exactement de la même manière, comme une signature. C'est lui qui a fabriqué la balle et qui s'est ensuite tiré lui-même cette balle dans le dos. Mais alors, si François Darcy s'est tiré une balle dans le dos, comment expliquer qu'au final, il ne soit que blessé? En réalité, l'homme aurait tout calculé. La balle qui l'a touché à l'épaule, elle a été modifiée. La balle est sous-dosée en poudre. On a mis moins de poudre pour que la balle fasse moins de dégâts. L'idée, c'est de faire en sorte que la blessure soit crédible, mais pas en mourir. Reste à savoir comment le mari de la victime aurait réussi à s'infliger lui-même un coup de fusil. Depuis le départ, on se dit, mais comment il a fait pour se tirer une balle dans le dos? Un fusil, c'est long comme ça. Avoir ça dans le dos, se tirer dedans, c'est impossible. Et c'est en poursuivant leurs investigations au domicile de François Darcy que les enquêteurs vont résoudre cette énigme. Les gendarmes, ils vont retrouver un morceau de canon qui a été scié, qui correspond exactement au calibre qui a été utilisé pour lui tirer dans l'épaule. Il a scié cette arme, puisqu'on trouve le canon et la crosse. L'arme est moins longue, donc concrètement, on peut plus facilement la mettre contre la peau et appuyer sur la détente. Avec une arme raccourcie, François Darcy aurait donc pu se tirer une balle. Et s'il n'est pas mort, c'est qu'il aurait trafiqué le projectile. Les enquêteurs viennent donc de résoudre l'énigme de la balle dans le dos. Et ils vont trouver un dernier élément qui va venir conforter leurs soupçons. Un indice qui montre que François Darcy aurait lui-même brûlé son épouse. François Darcy, 15 jours avant ce week-end, il s'achète une combinaison qui lui permet de se protéger du feu.
Alors là, ça pose un vrai problème parce que cette combinaison a disparu. Là, je pense que c'est vraiment le dernier détail qui achève de convaincre les enquêteurs que c'est lui le coupable. Tout accuse le mari. Mais pourquoi aurait-il fait cela alors que son couple semblait nager en plein bonheur? Et c'est un nouveau témoignage qui va permettre d'y voir un peu plus clair. Voici l'ancien associé de François Darcy. Il a accepté de nous rencontrer, mais il préfère garder l'anonymat. C'est un intime du couple. Il était même témoin à leur mariage. Convoqué par les gendarmes, d'emblée, l'homme évoque un autre François Darcy. Plus sombre, celui-là. Le gendarme, il me dit, bon écoutez, vous connaissez François Darcy? Je dis, bah oui, c'est mon ex-associé. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai dit, mon Dieu, il a tué. Tout de suite, j'ai pensé à Sylvie. L'ancien associé dresse le portrait d'un François Darcy instable qui enchaînait les déboires professionnels. Quand je l'ai connu, il avait été embauché dans un magasin. Malheureusement, François a eu des différends avec le directeur commercial. À l'époque, je le qualifiais de lunatique. Alors après, on peut dire c'est bipolaire, etc., etc. Ça partait tout de suite dans l'énervement et dans le haussement de ton. Il n'arrivait pas à se contenir plus de 2-3 minutes. Il en est arrivé à insulter carrément des clients. Je me souviens, il fallait traiter de connard. À partir de là, ça n'avait pas duré longtemps. François Darcy, c'est l'abonné aux échecs. Pour reprendre une expression de Jeanne, c'est la loose. Tout ce qui touche, ça fonctionne pas. François Darcy n'est pas un businessman, loin de là. Mauvais gestionnaire, sa mère a souvent dû l'aider à joindre les deux bouts. J'apportais de l'argent à chaque fois. Il y a toujours eu quelque chose ou quelqu'un qui lui a mis des bâtons dans les roues. Alors, quand en plus il se fait voler son logiciel et perd 1 million d'euros, la coupe est pleine. Et c'est son couple qui aurait vacillé. Financièrement, ça allait pas du tout, parce que là où on devait avoir plusieurs dizaines de franchisés avec ce logiciel, on s'est retrouvé qu'avec une poignée, et donc ça ne suffisait plus à faire vivre l'entreprise. C'est Sylvie qui faisait bouillir la marmite, mais François, c'était un panier percé, il lui fallait de l'argent, Elle gagne 3006, lui gagne à peu près 1500 € par mois quand ça marche. Donc ils vont vite tomber dans des querelles régulières. Ils sont couverts de dettes, je crois qu'ils étaient à hauteur de 80 000 € de dettes au moment des faits. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus. Plusieurs fois, elle m'a appelé le soir tard, vers 11h, minuit, 1h, en pleurs. Elle me l'a déjà dit, hein, une fois, oui, bon quand même, là, j'en ai marre, quoi. Le couple Darcy est au bord du gouffre financièrement. Sylvie n'en peut plus. Elle veut divorcer. Mais en cas de séparation, François Darcy le sait. Il se serait retrouvé sur la paille. Moi, à mon avis, il a dû sentir venir la fin de l'histoire avec Sylvie. Et bon, bah, il n'avait pas d'échappatoire, pas de plan B. Si elle part, François Darcy, il se retrouve dans une situation un petit peu compliquée. En gros, il perd tout. C'est alors que François Darcy aurait eu une idée. Une idée qui lui aurait permis d'effacer toutes ses dettes. Sylvie Darcy avait souscrit 2 assurances vie distinctes, une dont le bénéficiaire était son époux, François Darcy, pour 220 000 €, un petit peu plus. Il est en difficulté financière, c'est 220 000 €. Pour les gendarmes, il aurait pu être tenté donc, de mettre un terme à la vie de son épouse pour percevoir ces 220 000 €. Le 19 février 2015, après 3 ans d'enquête, l'homme est mis en examen pour l'assassinat de Sylvie Darcy. Et voici, selon les enquêteurs, toutes les ficelles du plan que François aurait méticuleusement élaboré pour éliminer son épouse et la mère de ses 2 enfants. En cette fin février 2012, François Darcy n'aurait qu'une idée en tête, tuer sa femme.
Pour cela, l'homme aurait eu besoin d'être dans un endroit tranquille. C'est leur anniversaire de mariage. Alors il va emmener Sylvie en week-end, ici, dans un petit hôtel. Mais il ne l'a pas choisi au hasard. Il n'y a pas d'exotisme dans le cadre de ce week-end en amoureux pour les 10 ans de mariage. Il ne s'éloigne absolument pas, il reste dans la région. Il n'est pas à Venise, il n'est pas à Oslo, il est à 8 km de chez lui. Après une première nuit passée à l'hôtel, dès le samedi matin, François Darcy aurait décidé d'organiser les derniers préparatifs. Sur ces photos, enregistrées par la caméra de surveillance de l'hôtel, on le voit clairement prendre à plusieurs reprises la poudre d'escampette. Il s'est absenté parce qu'il y a la vidéosurveillance du parking de l'hôtel qui voit la voiture partir et revenir le samedi entre 10h et midi, en gros. Et il s'absente le lendemain, 1 heure, un peu plus d'1 heure. Il rentre chez lui en plein week-end amoureux pour fabriquer des balles. Alors que sa femme l'attend à l'hôtel, François Darcy aurait fabriqué chez lui les munitions et l'arme raccourcie qui lui aurait permis de commettre son crime. Je pense qu'il prépare tout le samedi. Il coupe la crosse et le canon. Il avait besoin d'huile, d'un combustible, sa combinaison. Et il revient le dimanche récupérer tout ce matériel. D'ailleurs, au cours du week-end, sur ces images de vidéosurveillance, on voit très bien François Darcy revenir à l'hôtel avec une valise. Et pour ne pas éveiller les soupçons de sa femme, il aurait trouvé une bonne excuse. Il va rapporter un bouquet de fleurs. Un truc à faire chez moi, j'y vais 2 heures et je reviens et je ramène un bouquet de fleurs. Détail terrifiant. Avant de l'éliminer, François Darcy aurait fait passer un week-end féerique à son épouse. Ils vont dans des petits restaurants très sympathiques et en amoureux à chaque fois où ils prennent de bons repas. Ils vont déjeuner au Trianon Palace, ils vont se balader. Ils décident également de dîner dans la chambre tous les deux en amoureux pour se retrouver, pour avoir des moments d'intimité. Il lui offre, avant de la tuer, un week-end de rêve, quelque chose qu'il lui a jamais offert. C'est le dimanche soir, après un dernier dîner aux chandelles, sur la route qui mène à leur hôtel, que le mari serait passé à l'action. Il remonte vers l'hôtel, à gauche l'hôtel, à droite le chemin du crime. Et il prend à droite. Il quitte la route principale, la départementale, pour regagner cette petite place en terre, ce parking en terre. Dans sa tête, il sait que l'issue, la fin est proche. Voici, selon les enquêteurs, la suite du scénario macabre. François Darcy, il arrive sur le parking, il stoppe, il sort de la voiture. Il va chercher son arme dans le coffre de sa voiture. Et c'est là qu'il tuerait Sylvie Darcy. On suppose plutôt qu'il lui tire une balle dans la tête avec son arme. Ça serait même logique. François Darcy serait alors passé à la seconde partie de son plan. Il va se revêtir de la combinaison ignifugée, de mettre ses gants. Il va supprimer les traces de son crime en mettant le feu. François Darcy aurait ainsi aspergé le véhicule d'huile végétale, puis aurait gratté une allumette. Il regarde si la voiture brûle correctement.
Il a d'ailleurs laissé la porte conducteur ouverte de façon à faire un appel d'air. C'est particulièrement sordide puisqu'il a assisté, je dirais, à la crémation de sa femme dans sa propre voiture. Et puis, pour se disculper, François Darcy aurait alors maquillé son crime en guet-apens, dont lui aussi serait la victime. Il a pris l'arme, qu'il l'a posée sur la combinaison inifugée. Il s'est tiré lui-même cette balle dans le dos. Resterait pour François Darcy à faire disparaître toutes les preuves compromettantes. Sa combinaison, il la jette dans le feu. Les bidons d'huile végétale, il les jette également dans le feu. Il va se débarrasser de l'arme quelque part. On la retrouvera jamais. Il sait qu'il a réussi son crime. Il a cette balle dans le dos et sa femme est morte. Et c'est là qu'il va prendre son téléphone portable et appeler les secours, la gendarmerie. À cet instant, François Darcy est sans doute persuadé d'avoir commis le crime parfait. François Darcy a imaginé un scénario absolument incroyable. Moi, j'ai beau avoir quand même quelques années de chronique judiciaire derrière moi et d'investigation, ça, j'ai encore jamais vu. J'hésite entre le machiavélisme et le génie. Tout laisse penser que François Darcy est coupable. Mais dans ce dossier, il manque encore des preuves, et c'est à la justice maintenant de se prononcer. Tribunal de Versailles. Le 15 septembre 2016, s'ouvre le procès de François Darcy pour l'assassinat de son épouse. Et dans le box des accusés, c'est un homme diminué par les années de détention qui se présente devant les jurés. À l'ouverture du procès, on a vu un François Darcy métamorphosé. Il a perdu 40 kilos, il a d'énormes problèmes de dents, il a des problèmes de dos. Il est aujourd'hui véritablement dans un état de santé très préoccupant. Après 4 années passées derrière les barreaux, pour l'accusé qui clame toujours son innocence, l'enjeu est de taille. Soit François Darcy allait être acquitté, soit il allait être condamné à une peine de réclusion criminelle importante. Il n'y avait pas de juste milieu. Mais pendant tout son procès, le comportement de François Darcy ne va pas jouer en sa faveur. Quand on lui demande de parler de sa femme, il répond mais sur le ton du café du commerce, elle avait un bon fond. Il aurait pu démontrer à la cour qu'il aimait Sylvie Darcy. Il l'a dit, mais il ne l'a pas dit avec une grande vigueur. Zéro émotion. Ce type n'a pas d'émotion. Il est glacial. Pire, au mépris des parties civiles, François Darcy ose encore se présenter comme le mari de la victime. François Darcy, il est toujours marié. À l'audience, il portait son alliance. Il l'a toujours. Et lorsque l'homme est amené à s'expliquer devant les jurés, il maintient sa version du guet-apens. François Darcy clame son innocence du début à la fin. Il dit je suis victime. François Darcy a défendu la thèse du traquenard, même si elle ne tient pas. Une attitude obstinée. Mais François Darcy se défend sans vigueur. Il s'est pas défendu en fait. Il avait l'air amorphe, vraiment. Puis il n'argumente pas. Il y a des tas de choses qui peuvent s'expliquer facilement. D'autres moins. D'autres qui sont vraiment très troublantes, mais il y a des choses qui s'expliquent très facilement. Il ne cherchait pas à prouver qu'il était innocent. Il attendait que la cour montre sa culpabilité. Et l'accusé a un atout face à la cour, car dans son dossier, il manque un élément de taille. Le vrai problème de ce dossier, c'est l'arme. On reste toujours coincé sur la même problématique. Si François Darcy s'était infligé un tir tout seul, que serait devenue l'arme? Il ne pouvait pas la cacher sur place, elle aurait été retrouvée. Pour François Darcy comme pour sa mère,
Sans cette preuve indispensable, la justice pourrait lui donner raison et l'acquitter au bénéfice du doute. Pas d'aveu, pas d'arme du crime, aucune preuve. Donc, l'acquittement. Il s'est dit, je vais être acquitté et je vais rentrer chez moi. Persuadé que le fait qu'on ne retrouve pas l'arme du crime allait régler tous les problèmes du dossier. Les derniers mots de François Darcy lors de l'audience, ça a été « Je n'ai pas tué ma femme, prenez la bonne décision ». Au soir du 22 septembre 2016, les jurés s'apprêtent à rendre leur verdict. Dans la salle d'audience, la tension est à son comble. Sous le regard de sa mère, pour François Darcy, c'est quitte ou double. Au final, le mari de la victime est déclaré coupable et condamné à une peine de 30 années de réclusion criminelle. Désarçonné, François Darcy campe malgré tout sur ses positions. L'homme totalement abattu va faire devant les journalistes une courte déclaration. On n'a pas d'armes. Et pourtant, on a un homme que la justice a condamné à 30 ans. 30 années de réclusion criminelle, c'est vous dire la détermination des jurés. Ils n'ont pas cru une seconde, mais pas une seconde, qu'ils pouvaient être innocents. On attendait peut-être plus d'explications de la part de François Darcy. Il les a pas données. François Darcy, on peut considérer qu'il a raté son rendez-vous avec la justice. Si pour les parties civiles, ce verdict est un soulagement, pour la mère de François Darcy, tout s'effondre. Justice, où es-tu? Moi, je l'ai pris dans mes bras. Il pleurait tellement. Un chagrin, mais je ne peux pas imaginer. Je lui ai dit, on va te sortir de là. Je viendrai te voir. Voilà. Est-ce que là, on l'accuse d'un crime particulièrement odieux? Oui, mais qu'il n'a pas commis. Aussitôt sa condamnation prononcée, François Darcy a fait appel. À ce jour, il reste présumé innocent. Moi, je comprends que des gens puissent penser que c'est lui. Mais moi, je ne peux pas. Si c'était vrai qu'il l'ait tué, de toute façon, ça serait toujours mon fils. Même s'il se fait condamner une deuxième fois, je dirais qu'il est innocent.